Avant de développer tous ces thèmes, je vous l'ai dit, on va commencer par cette 8e nuit consécutive de bombardement au Moyen-Orient. L'armée américaine dit avoir ciblé les auteurs de l'attaque qui a coûté la vie à 2 de ses soldats. C'était en Jordanie. On va faire un point très précis avec vous, Pierre Crépy. Bonsoir, Pierre. Bonsoir Thierry, une journée très particulière comme vous l'avez mentionné après que les Américains aient déclaré hier soir que 2 de leurs soldats avaient été tués dans une attaque qui a eu lieu en Jordanie sur la base américaine de Mouafak al-Salti. Vous voyez ici les images assez impressionnantes d'un missile balistique qui est directement allé frapper la base aérienne. Sachez que 30 soldats américains ont également été blessés et que l'un d'eux est toujours porté disparu depuis hier soir. Si l'on fait le bilan sur les frappes de la nuit mais aussi celles qui ont eu lieu aujourd'hui. Vous voyez que d'une dizaine de villes iraniennes ont été touchées, en particulier sur la zone maritime et celle du détroit d'Ormuz. Très récemment, on peut également préciser que les villes de Abadan, d'Esfoul et de Kermanshah ont été frappées par les Américains. Du côté iranien, le Koweït et la Jordanie ont été plus récemment touchés. Pour ce point très précis, on va vous retrouver toutes les demi-heures pour faire un point sur la situation. Avec nous, Alain Oudot de Dainville, l'ancien chef d'état-major de la Marine nationale. Bonsoir Alain Oudot de Dainville. Quel est votre regard sur l'évolution de ces tensions entre les États-Unis et l'Iran ? Le regard, c'est que c'est une escalade qui semble encore mesurée, mais c'est une escalade. Les Iraniens semblent s'attaquer au casernement américain dans les bases qui sont situées dans les monarchies du Golfe, puisqu'il y a eu une frappe sur une base en Arabie Saoudite qui aurait fait 13 blessés, et cette frappe meurtrière en Jordanie. Donc c'est une inflexion de leur Jordanie. Ils semblent vouloir toucher l'opinion publique américaine au travers de cette base. Du côté américain, il y a cette frappe sur une centrale nucléaire en construction, donc sans combustible, en construction depuis très longtemps d'ailleurs, puisque les premiers plans dataient du président Giscard d'Estaing en France, qui coopérait avec le Shah à ce moment-là. Et donc, il y a une inflexion de part et d'autre. Jusqu'où ça va aller, c'est difficile à dire, mais ça ne va pas dans le bon sens. En tous les cas, c'est la guerre qui a repris très clairement, Alain Oudot de Dainville. C'est ce qu'on peut dire ce soir. Oui, c'est la guerre qui a repris, mais ce n'est pas encore une guerre totale, puisque la guerre est liée à la fois du côté américain, à cette bataille d'Ormuz, qui est fondamentale, mais qui aura ses limites, parce que le contrôle d'Ormuz ne peut pas tout apporter à l'Iran, d'une part, et d'autre part, les Iraniens qui veulent séparer les riverains du Golfe Persique des Américains. Merci pour ce point précis et votre regard, Alain Oudot de Dainville. Je rappelle que vous êtes ancien chef d'état-major de la Marine nationale. Allez, votre punchline, c'est parti avec tous nos thèmes de débat. Et Dieu sait que le programme est très chargé ce soir. On va beaucoup parler de politique. Vous avez vu un peu mon sommaire, mon cher Louis de Ragnel. Absolument. Je pense que ça promet. On va commencer avec cette information sur laquelle vous allez réagir. Stéphane Ablot aussi. Bruno Retailleau qui a dénoncé la présence d'un juge du syndicat de la magistrature à une conférence de presse de LFI qui a dénoncé la loi sur la présomption de légitime défense des forces de l'ordre adoptée le 7 juillet. Avant de vous faire réagir et les uns et les autres et d'ouvrir le débat, je propose d'abord d'écouter ce magistrat avec cette prise de position au cours d'une conférence de presse. Ce texte, en somme, il pose un problème non seulement du point de vue politique, mais aussi du point de vue juridique, au sens où il est en contrariété avec les normes internationales et les normes constitutionnelles qui fondent notre état de droit. Nous sommes donc légitimement inquiets des suites, des retombées dans la pratique, notamment d'une hausse de tirs mortels. C'est la raison pour laquelle nous appelons à la signature massive de la pétition, ainsi que nous nous joindrons évidemment à l'appel à mobilisation, à manifestation le 19 septembre prochain. Alors Stéphane Ablot, député donc de la 2e circonscription de Meurthe-et-Moselle, quel regard portez-vous en tant que député entre ces rapports qui existent avec ce syndicat de la magistrature et LFI? Est-ce que cela vous interpelle, vous pose question, vous pose problème, tout simplement? Moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'il y a une séparation entre la politique et la justice, normalement, en France. Ça m'a un peu échappé, là. C'est effectivement important. Après qu'il y ait des rencontres qu'on a eues sur le terrain, moi, ça m'est arrivé d'aller voir des tribunaux, rencontrer
aussi des responsables dans différents domaines. C'est notre rôle. Et puis ensuite, on ne doit pas être soumis à une quelconque influence, mais au contraire être éclairé pour prendre des décisions qui doivent être justes et travailler toujours dans un sens républicain. Et effectivement, moi, je ne peux pas juger, je ne connais pas tout en détail. Mais là, il y a une prise de position très claire, très, très limpide. Oui, alors c'est pas la première fois que ça arrive chez LFI. Au moins, la situation est claire. Je pense qu'effectivement, s'il y a une manipulation, il faut la dénoncer parce que on le verra tout à l'heure peut-être dans les sujets concernant la perpétuité pour les pédocriminels ou autres, les positions qui sont dogmatiques, qui sont électoralistes, parce qu'on arrive dans une période... Ça nous a échappé. Et voilà, c'est ça. Donc, ce qui est important en tout cas, c'est, pour ce qui me concerne, sans parler des autres, c'est de voir comment on peut travailler dans l'intérêt des Français. C'est ça le plus important. Ouais, sauf que les Français s'interrogent. Oui, et il y a de quoi, à partir du moment où les débats sont faussés, il faut vraiment... Et ils vous disent quoi, justement, vos administrés, lorsque vous êtes sur vos terres ? La perpétuité, là Oui, mais entre autres, sur justement ce climat politique ambiant. Alors, certes, ils vous interpellent ? J'étais sur le marché de Vendôme, là où j'étais réélu maire. Et donc... Ils vous disent pas, on en a marre des politiques ? Ils disent, on vous fait plus confiance, puis paradoxalement, ils nous félicitent sur certaines actions, parce qu'on sent effectivement la fatigue de voir tous ces jeux qui les énervent, ces jeux politiques ou politiciens. Et eux, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on règle les problèmes qui existent, les vrais problèmes qui sont nombreux. Et c'est là où il faut qu'on soit très prudent, qu'on soit à l'écoute et qu'on puisse être en concordance avec les aspirations des Françaises et des Français, mais en dehors de toute considération politique. Bien sûr, moi j'ai un parti politique, mais en tant que longtemps maire, j'ai appris à dépasser les clivages, à travailler avec tout le monde pour écouter les besoins des administrés. C'est ce qui est fondamental. On le verra tout à l'heure sur la question de la perpétuité concernant les pédocriminels. Léonard Zerbi, vous êtes avocat. Ça vous interpelle ? Enfin, vous n'êtes pas surpris, je suppose, de cette intervention de ce représentant du syndicat de la magistrature et de ce rapport avec LFI ? Je ne suis pas surpris, mais je suis quand même heurté par cette prise de position. Je vais simplement vous lire ce qui est dans la charte de déontologie des magistrats. D'abord, juste une phrase. Le magistrat évite que son engagement politique et son expression publique soient de nature à compromettre l'exercice impartial de ses fonctions. Moi, je vais vous dire, Thierry, j'en ai absolument assez, mais vraiment assez, que mes clients viennent me dire Maître, est-ce que vous pensez, quand je vais devant le tribunal, devant un juge, qu'il appartient au syndicat de la magistrature, est-ce que vous pensez qu'en raison de mes convictions politiques, je vais être jugé d'une autre manière parce que potentiellement je me trouve devant un magistrat qui pourrait être politisé ou qui pourrait appartenir à ce syndicat. Donc moi, je ne fais pas un procès général contre les magistrats. La majorité des magistrats ne sont pas politisés et ils refusent ce procès en politisation. Mais je trouve que c'est scandaleux que certains magistrats ne pensent pas et n'anticipent pas les conséquences de ce type de comportement sur la perception que les gens peuvent avoir. Il y a quand même, aux dernières élections professionnelles, à peu près 25% des magistrats qui sont issus du syndicat de la magistrature. D'accord ? Donc c'est quand même un syndicat qui est de gauche, qui est orienté à gauche, qui est représentatif. Ça pose un vrai problème sur l'exercice de la liberté syndicale par les magistrats dans notre pays. Et Louis de Ragnel et Olivier Benkemoun, je vous fais réagir dans quelques instants, mais tout d'abord, je vous l'ai dit, c'est Bruno Retailleau qui monte au créneau. On voit tout cela avec François Tiskevitch et puis on poursuit nos échanges sur Europe 1 sur CNews ce soir. Il dénonce la collusion entre le syndicat de la magistrature et l'extrême gauche. Bruno Retailleau a vivement réagi après le discours tenu par le secrétaire national de l'organisation lors d'un événement initié par la France insoumise. Le syndicat de la magistrature, principal syndicat des magistrats, qui participe à une conférence de presse organisée par LFI et qui appelle à manifester contre une loi votée démocratiquement. Cette collusion avec l'extrême gauche doit cesser. Il faut profondément réformer l'exercice syndical des magistrats. En cause, la présomption d'usage légitime des armes pour les forces de l'ordre, approuvée par l'Assemblée nationale le 7 juillet dernier. Par 313 voix pour et 199 contre, le texte continue de diviser l'opinion. Cette présomption opère un renversement de la charge de la preuve et pose le principe selon lequel un policier national ou un gendarme qui a fait usage de son arme l'a fait légitimement jusqu'à preuve du contraire. Le syndicat de la magistrature s'est engagé par le biais de tribunes, communiqués et conférences de presse pour alerter sur les risques mortifères d'une telle réforme. Une pétition contre ce texte a été initiée. Le texte, porté par le député Les Républicains LR Éric Pauget, doit désormais passer devant le Sénat. Louis de Ragnel, je vous vois dans les starting blocks.
Sur le syndicat de la magistrature, écoutez, là où c'est pas une surprise, c'est qu'à chaque élection présidentielle, ils donnent des consignes de vote, ils expliquent très clairement pour qui voter et ils argumentent d'ailleurs. Moi, ce qui me gêne énormément, et c'est là où je rejoins votre position, moi, faut pas imaginer non plus qu'il y a une opposition totale, frontale, hermétique, étanche entre le politique et même des syndicats de magistrats. Moi, ça ne me choque absolument pas qu'en audition parlementaire, si vous avez besoin d'avoir des précisions sur un sujet technique, que vous puissiez vous faire, entre guillemets, briefer par un magistrat, voire par un syndicat de magistrats, en soi, ça ne me gêne absolument pas. Ce qui est extrêmement choquant, c'est l'utilisation d'une réunion politique, donc estampillée LFI, qu'utilise le syndicat de la magistrature pour faire passer ses idées. Peu importe le sujet, peu importe le fond du sujet, je pense que jamais un magistrat ne devrait s'exprimer de cette manière-là sur un texte de loi en cours. Pour moi, c'est absolument impossible. Le sujet de fond, et même en soi, je vais vous dire une chose, ça ne me choque pas qu'il y ait des organes représentatifs des magistrats qui puissent faire remonter des questions d'organisation, de fonctionnement interne. Ce qui me gêne, c'est toujours, en fait, c'est un seul syndicat dans le fond. C'est le syndicat de la magistrature qui pose problème parce qu'il est surpolitisé. Et là où je rejoins mon voisin de gauche... Faites attention à ce que vous dites, mon voisin de gauche. Oui, mais de gauche, c'est une façon de parler. Oui, voilà, j'entends. Non, mais je dis pour nos auditeurs d'Europe 1 factuellement situé à ma gauche. Voilà. Non, ce qui est très gênant, c'est que derrière tout ça, on est dans un contexte dans lequel il y a une immense défiance entre la justice et les Français, et dans lequel il y a beaucoup de Français qui n'ont pas les yeux pour dire lui c'est un gars du syndicat de la magistrature. Le risque, c'est qu'en fait ça fait mal à toute l'institution judiciaire d'avoir de telles sorties. Olivier Benkemoun. Non, mais qui peut croire que le magistrat qu'on a vu sur les images et qui était à cette tribune de conférence de presse avec LFI était un magistrat qui va être complètement partial? Qui peut le croire? Qui peut penser que cet homme-là est parfaitement partiel, puisqu'il participe déjà à une tribune avec LFI, alors que de temps en temps, ils sont invités sur des tribunes à la fête de l'UMA, à expliquer leur boulot, etc., ce que c'est que la magistrature, s'il faut faire évoluer les choses, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. On ne remet pas en cause le fait de se syndiquer dans ce pays. Mais là, il y a une telle dérive. En fait, c'est comme la CGT, c'est-à-dire on n'est plus dans la défense des ouvriers ou des travailleurs, où on est dans quelque chose de complètement politique, on est dans un glissement politique. Ça pose problème quand vous vous retrouvez dans un tribunal face à un magistrat comme celui-ci, qui par ailleurs vous dit, à force de tribunes, de groupes WhatsApp, etc., que la loi qui est en train d'être discutée sur les policiers, ils ne veulent pas l'appliquer. Et ils ne l'appliqueront pas. Enfin, on marche sur la tête quand même. C'est complètement dingue, c'est complètement fou d'avoir ça. Mais on le sait depuis le mur des cons. Qu'est-ce qu'il y a eu après le mur des cons comme sanction? Rien. Absolument rien. Et on sait très bien qui sont ces magistrats. Ça pose quand même problème. Moi, à mon avis, la magistrature devrait être ouverte à autre chose que des professionnels du droit. C'est-à-dire qu'il y a d'anciens policiers, il y a d'anciens militaires qui pourraient devenir, des gendarmes qui pourraient devenir magistrats, qui ont la compétence, qui pourraient, par des concours internes, essayer de renouveler ou d'avoir un volant un peu plus large de ce que sont les magistrats qui, par ailleurs, mais ont une philosophie et une culture, en réalité, celle de changer les lois. Ils ont le sentiment qu'à chaque fois qu'ils vont décider d'un jugement, décider d'une décision, ça va changer les choses dans cette société. C'est aussi la culture de la magistrature en France. Autre sujet sur lequel vous allez réagir, Stéphane Ablot, en tant que député, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Vous le voyez, cette gauche, à laquelle vous appartenez d'ailleurs, qui a rejeté donc un article qui permettait de condamner à perpétuité les violeurs en série de mineurs. Et là, j'ai une pensée très forte pour Liana, et la liste est très longue, et vous la connaissez, cette liste. Je ne vais pas donner tous les prénoms, hélas, serais-je tenté de dire. Mais je vous propose d'écouter ce témoignage. C'est à Laurence Brunet-Jamby. Sa fille adoptive a été violée, son violeur a été libéré après une confusion des peines, et pire, c'est qu'il habite non loin du domicile de sa fille qui a été violée. Écoutez ce qu'elle dit, et cette colère, et j'aimerais que vous réagissiez à cette colère qu'on peut comprendre ô combien légitime. On l'écoute. Ce qui s'est passé hier à l'Assemblée est une abomination, en fait, parce que comment la perpétuité n'est-elle pas admise pour les violeurs en sérialité, c'est-à-dire les violeurs qu'on fait 5, 6, 10 victimes, 300, le Squarlet. Et cet homme-là ne mériterait pas la perpétuité. Mais où on va, là? Où on va
quand j'ai vu les commentaires de LFI et des écologistes, parce que j'ai suivi les débats pendant 3 jours, c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, mais c'est à vomir en fait, c'est à vomir. Il y a des gens qui ne sont pas récupérables, point barre. Et donc, il faut protéger la société, c'est le devoir même de la justice, c'est de protéger la société. Stéphane Ablot, il y a des gens qui ne sont pas récupérables. Accusation forte de Laurence. Regardez un petit peu, et je le dis pour les auditeurs d'Europe 1, regardez le nombre de votants. 81 votants, majorité absolue 40, pour l'adoption 37, contre 41, abstention 3. Il y avait atelier piscine à l'Assemblée nationale, Stéphane Ablot. Vous savez, à l'Assemblée nationale, vous avez... Des lois avec des amendements, et quand des élus veulent pourrir une loi, ils proposent 1500 amendements, et après vous retrouvez, vous, à être contraint à retourner aussi dans votre circonscription, là où vous avez votre travail. Vous étiez ou pas? Je vous ai pas posé la question. J'avais mon devoir dans ma circonscription, là où j'étais aussi attendu. Par contre, je serai là. Je serai là mardi au moment du vote. Le 21, ouais. Voilà, et je ne voterai pas contre, personnellement. Je ne peux pas voter contre parce que je comprends cette personne. Je la comprends totalement, et je vais vous dire, moi-même, après, il y a un débat qui aura lieu dans mon parti, j'essaie d'être cohérent, ce qui est normal. Mais je ne suis pas dogmatique. Je suis pas dogmatique. Il faut rassurer les Françaises et les Français. Ça appartient ni à la droite ni à la gauche. C'est une question de républicaine, c'est-à-dire on ne laisse pas quelqu'un qui met en danger la vie d'un enfant en liberté, ou au moins, dans ce cas-là, qu'on réfléchisse sur un dispositif peut-être d'accompagnement ou autre, ce qui n'est pas le cas. Et quand des députés répondent qu'il n'y a pas assez de moyens, c'est peut-être vrai, mais ils font la moitié du chemin. Là, on ne parle pas des moyens. On parle de quelqu'un qui a été condamné, qui est dangereux, et qui a violé, qui l'a fait en série. Et là, c'est hyper grave. Moi, je veux dire, quand j'étais adjoint au maire, il y a très longtemps, j'avais démarré dans les années 90. Une dame me fait venir chez elle. Et elle me dit, j'aimerais bien avoir la médaille de la famille, parce qu'elle a eu plusieurs enfants. Et puis elle me dit, mais je ne l'ai pas parce qu'on m'a fait comprendre que mon mari, j'ai dû le dénoncer, il avait violé des enfants. Il était dans la pièce d'à côté. Et moi, je n'aurais jamais laissé mon fils l'approcher. Mais comment vous expliquez ces réactions à gauche? Comment vous expliquez ces réactions à gauche, très sincèrement? Alors, vous êtes journaliste, et dans le journalisme, c'est un métier qui me passionne. Je ne le suis pas, mais ça me passionne parce que vous allez chercher les sources. Et dans les sources, il faut vraiment ne pas oublier Colette Capdevielle, qui est avocate et qui est députée socialiste, et qui a dit on ne peut pas laisser 20 ans, on proposera 30 ans. Donc c'était une prise de conscience déjà. Mais après, moi, ce que je regrette, c'est aussi le gouvernement qui veut faire en une semaine ce qu'il n'a pas fait en 10 ans. Parce que et puis c'est en plein milieu du mois de juillet aussi. C'est incroyable. Oui, mais voilà, c'est ça. Et c'est la même chose sur la loi Riposte ou sur d'autres lois. Quand on dit, la dame, elle a raison, elle dit ça va pas, il faut protéger aussi nos citoyens. C'est vrai que tous les êtres humains peuvent être animés de pulsions, et qu'il faut créer des conditions d'une éducation, d'une morale, pour comprendre dès l'école qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, qu'on n'est pas des animaux. Et là-dessus, il faut vraiment aussi... Vous êtes appelé entre députés de votre groupe en disant, il faut faire quelque chose. Vous êtes appelé ou pas? Comment s'est passé? Racontez-nous. On n'a rien à cacher, les choses restent internes, mais j'ai rien de secret à dévoiler. Évidemment, on ne peut pas protéger les enfants dans des lois, la loi intégrale ou la protection de l'enfance, et puis en même temps laisser quelqu'un de dangereux en liberté. Alors attention, et après ça fait partie d'un débat, je me trompe peut-être, c'est mon avis, et c'est quelqu'un en prison, même si il est condamné, et même si on ne doit pas le laisser en liberté parce qu'il purge sa peine, c'est aussi le laisser devenir encore plus qu'un animal. Donc il faut aussi... Il ne faut pas lui donner un hôtel de luxe 5 étoiles, c'est pas du tout ça que je veux dire. Mais la société, elle doit prendre conscience des moyens qui manquent, que ce soit dans les lieux de détention, que ce soit dans la justice. Tout à l'heure, on le disait, il y a 4 fois moins de procureurs en France que dans la moyenne européenne. Tout ça, ça se discute. Je me trompe peut-être, mais vous savez, Darmanin, c'est quelqu'un de malin. Il y a les présidentielles qui arrivent, il sort ça de son chapeau, et puis il dit, voilà, moi j'en appelle aussi à la réaction du Premier ministre. Louis, très rapidement... Je voulais juste réagir 2 éléments quand même sur ce texte. Le premier, c'est que ce texte a été déposé, cette proposition de loi a été déposée à la suite du scandale qui a ému la France entière sur l'IANA. Et donc, objectivement, je pense que n'importe quel gouvernement aurait soutenu un texte qui va en faveur du durcissement de la législation. Et le deuxième élément que je voulais quand même vous opposer, qui peut le plus, peut le moins. Moi, je trouve que c'est un peu gonflé. Là, vous êtes sympa parce que vous nous faites l'honneur de votre présence, mais il y en a plein d'autres qui n'auraient pas accepté de venir. Et je trouve que c'est un peu gonflé de dire ça ne va pas assez loin, donc on va voter contre. Non, mais la logique humaine basique J'aurais pas voté contre. Des choses consiste à dire ça ne va pas assez loin.
on va voter la mesure et puis on va déposer un nouveau texte. Et mes chers collègues députés, pas là pour nous. Je vous invite à voter le durcissement de telle ou telle mesure. Et ça aurait pu être... En fait, ça aurait pu être... Réponse rapide, Stéphane Ablot, parce qu'on a des règles et il y a une pause publicitaire. Réponse rapide. C'est qu'on n'est pas là pour nous et puis pour nos dogmes. On est là pour les Françaises et les Français. En réponse à la dame, c'est évident qu'on ne peut pas laisser quelqu'un en liberté. C'est pas possible. Donc vous dites qu'aujourd'hui, vous appelez tous les députés PS et LFI à voter en faveur de ce texte. Moi, je suis un individu parmi d'autres. Il va y avoir des échanges. Mais en tout cas, moi, je ne voterai pas pour. Je ne voterai pas contre, plutôt. D'accord. Excusez-moi, voilà. Mais vous vous abstiendrez ou vous voterez pour? J'ai envie de voter pour, évidemment, mais après je regarde aussi le débat, c'est un débat démocratique, parce que les choses qui vont vite ne sont pas toujours bonnes. On a dit que vous voteriez pour. Faites attention, c'est enregistré sur Europe 1 et on vérifiera. Je ne fais pas contre déjà, ça c'est sûr. Voilà. Merci beaucoup. On marque une pause sur Europe 1 et sur CNews. On se retrouve dans quelques instants. On fera un nouveau point sur la situation internationale. Merci pour votre grande fidélité. À tout de suite.